Bonsoir à toutes et à tous. Le Réseau des diplômés et des donateurs, ainsi que le Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal, vous souhaitent la bienvenue à l'événement virtuel de ce soir. Mon nom est Karine Plouffe et je suis conseillère aux relations avec les diplômés de l'École d'optométrie et c'est avec grand plaisir que j'ouvre l'événement Optométriste entrepreneur, enjeux, innovation et relève. Merci d'être parmi nous. J'aimerais d'abord mentionner que l'événement de ce soir sera enregistré et diffusé ultérieurement. Étant en mode Zoom réunion et que vous pouvez ouvrir et fermer votre caméra, nous préférons vous en aviser. Maintenant, avant de vous introduire nos diplômés, j'aimerais d'abord inviter le directeur de l'École d'optométrie, Dr. Langis Michaud, à nous dire quelques mots. Bonsoir, Dr. Michaud. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers diplômés de l'Université de Montréal, chers collègues. Bonsoir aux étudiants. Mes premiers mots, évidemment, merci beaucoup à Karine et le réseau des diplômés, et merci aussi au Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal d'avoir mis sur pied cette conférence qui se veut une inspiration pour tout le monde. Alors, on parle d'entreprendre, on parle d'entrepreneurship. Dans le mot entreprendre, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire rêver, ça veut dire partir des projets, ça veut dire se donner des moyens pour les réaliser. Mais vous allez voir que sur le long terme, ça veut dire aussi persévérer à travers les monts, les vallées, à travers les difficultés parfois. Et ça se transmet à travers plusieurs générations d'optométristes que vous allez voir devant vous ce soir. Alors, on peut penser que l'entrepreneurship est dans l'ADN optométrique. Il ne demande qu'à s'exprimer comme n'importe quel gène. Alors, ça prend un terreau fertile pour qu'il s'exprime. Alors, on espère qu'on va inspirer des gènes à se manifester dans l'avenir. Parce que derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des optométristes, comme je le disais, qui rêvent et qui bâtissent la profession un acte à la fois. Alors, ce n'est pas nécessairement d'avoir 22 bureaux. Des fois, c'est juste dans sa pratique avec un patient, avec le prochain qui vient vous voir pour des services, qu'on bâtit ces choses-là et qu'on entreprend une carrière et qu'on poursuit cette carrière-là. Et en bout de ligne, ce soir, on va célébrer des modèles qui sont là pour vous et on va profiter de leur expérience. Alors, l'école est très heureuse de s'associer, de donner la possibilité à ces gens-là de s'exprimer. On est très fiers d'eux. Très fier de tous ceux qui font l'optométrie au quotidien, qui bâtissent ce qu'elle va être demain. Alors, bonne soirée à tout le monde et je laisse la place à nos invités. Merci beaucoup, Dr. Michaud, et merci d'être parmi nous aussi. C'est un très beau message, puis on est très, très fiers d'avoir nos diplômés aujourd'hui pour présenter leur parcours. Avant de vous introduire notre animateur, j'aimerais mentionner que vous pouvez en tout temps poser vos questions à nos invités en utilisant le bouton clavardage situé en bas de l'écran. Nous essayerons de répondre à un maximum de questions après la discussion de nos panélistes. Maintenant, sans plus attendre, j'aimerais vous introduire Dr. Olivier Parenteau, qui a généreusement accepté d'animer la conférence de ce soir. Originaire de Trois-Rivières, le Dr. Olivier Parenteau a obtenu son doctorat professionnel en optométrie de l'Université de Montréal en 2015 et a reçu cette même année le prix étudiant de l'année décerné par l'Association des optométristes du Québec. Pendant ses études, il a été président de l'Association des étudiants en optométrie de l'Université de Montréal. Il a également participé au comité de refonte du programme en optométrie et au conseil étudiant interfacultaire visant à promouvoir une saine communication en divers professionnels de la santé. Depuis sa graduation, il a pratiqué dans diverses cliniques indépendantes à Joliette et dans les environs de Montréal. Et en 2018, il a été recruté par Johnson & Johnson pour faire partie d'un programme pan-canadien regroupant 40 optométristes de moins de 40 ans pour discuter de l'avancement de l'optométrie au Canada. Avec des collègues optométristes rencontrés à l'Université de Montréal, il a ouvert sa première clinique en juin 2019, UV, optométriste de quartier, une clinique de proximité sur le plateau Mont-Royal avec une vocation écologique et durable. Bonsoir, Dr. Parenteau, et merci d'avoir accepté d'animer la conférence. Merci beaucoup, Karine. C'est vraiment un honneur ce soir d'être avec vous puis de pouvoir discuter avec des grands noms de l'optométrie québécoise. Puis je pense, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on les introduire, les présenter avec les optométristes avec qui on va avoir une excellente discussion, je crois, ce soir. J'aimerais commencer avec Dr. Marie-Ève Corbeil, qui est un peu la femme orchestre. Marie-Ève Corbeil a obtenu un doctorat en optométrie de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal en 2001 et une maîtrise en sciences de la vision sur les cataractes congénitales en 2007. Elle est alors devenue chargée de cours et de clinique à l'École d'optométrie, par la suite professeure adjointe
poste pour lequel elle a remporté le prix d'excellence en enseignement en 2017. Elle a été aussi nommée jeune optométriste de l'année en 2004, est devenue fellow de l'American Academy of Optometry et a obtenu l'agrégation en 2015. Puis a reçu en 2018 le prix du 108e bâtisseur de l'École d'optométrie pour son engagement professionnel exceptionnel. Également membre du conseil d'administration de l'Ordre des optométristes du Québec durant 8 ans, Marie-Ève Corbeil occupe actuellement la présidence du comité de l'exercice clinique. Elle est propriétaire de la clinique d'optométrie pédiatrique, la lunetterie Corbeil, depuis 2007. On accueille également Dr Lucie Tremblay, qui est l'optométriste d'expérience en région ce soir avec nous. Elle est diplômée de l'École d'optométrie en 89. Dr Lucie Tremblay a d'abord pratiqué dans la région de Montréal, puis c'est en 90 qu'elle s'est établie en Gaspésie en compagnie de son conjoint qui est également optométriste. Elle a repris la clinique familiale. Elle demeure toujours dans la région et travaille chez Optoréseau de Gaspé en tant qu'optométriste et propriétaire. Lucie Tremblay se soucie de la qualité des soins offerts dans sa communauté et s'implique de diverses façons. Elle a, entre autres, fait des pressions afin d'obtenir l'installation de centres de basse vision à Gaspé, au sein duquel elle a évolué quelques années. Elle a aussi approfondi des tests d'analyse plus poussés chez les enfants dyslexiques, tels le DEM. Lorsqu'il y a eu une pénurie d'ophtalmologistes dans les années 2000, elle a regroupé les optométristes de la région pour discuter et établir une entente avantageuse pour les rendez-vous post-opératoires de cataracte, qui a été acceptée. Elle a également, à cette époque, accepté de recevoir des résidents en médecine pour leur stage en ophtalmologie. Sa clinique a par ailleurs gagné plusieurs prix de reconnaissance. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Dr Patrick Sauvageau, le développeur, titulaire d'un doctorat en optométrie en 2010 et d'une maîtrise en sciences de la vision en 2012 de l'Université de Montréal. Patrick Sauvageau a pu toucher au fil des 10 dernières années autant à la clinique, à la recherche, à l'entrepreneuriat, à l'enseignement, à la consultation et à l'administration. Actif dans son milieu, il a été vice-président de l'AOQ en 2017, donc de l'Association des optométristes du Québec, et a accumulé les distinctions dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le prix Jeune personnalité d'affaires 2014 de la Jeune Chambre de commerce de Québec et personnalité de la semaine Le Soleil Radio-Canada en 2015. En 2017, elle a fondé avec son frère Zilia une entreprise d'appareillage médical qui a développé une technologie unique au monde visant à révolutionner la prévention et la prise en charge des maladies oculaires. En 2019, Zilia a été finaliste au Gala des Grands Prix de la relève d'affaires du Québec. Son entreprise a récemment remporté la première place au concours Phase B de Biron, qui vise à reconnaître des solutions novatrices dans le domaine de la médecine préventive et prédictive. Alors, bonsoir à vous trois. Je crois que la table est mise et que tout le monde est impatient d'entendre ce que vous avez à dire ce soir. Donc, c'est divisé en 3 grands thèmes. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier thème de la soirée, qui porte sur les défis intergénérationnels et dans les régions. Donc, j'aimerais commencer en m'adressant à Dr Lucie Tremblay. Donc, à votre graduation en 1989, quels ont été les défis en région et en tant que femme dans une profession où c'était majoritairement des hommes qui pratiquaient à ce moment-là, évidemment? Oui, parce que ce que je vais dire, je pense qu'on ne le vit plus, du moins je l'espère. Disons que les régions, c'est quelque chose qui fait rêver. Hein? On espère tous passer plus que des vacances là. Puis en réalité, c'est un très bel endroit pour développer la profession et la famille. Donc, quand je suis arrivée dans les années 90 avec tous mes rêves, j'ai été confrontée un petit peu au fait que être fan, de toute façon, que ce soit à Montréal, Québec ou à Gaspé, je trouve qu'il faut les femmes être un petit peu plus, en tout cas à mon époque, il fallait être un petit peu plus que les hommes pour être reconnus, il fallait prouver notre valeur, si tu veux. Donc, moi, j'arrive dans une clinique où mon conjoint travaille, mais où le père de mon conjoint était. Donc là, les gens appelaient et ils disaient bon, ouais, es-tu bonne, elle? Donc, ça m'a donné ce que j'ai appelé une opportunité. Parce que ça m'a permis de choisir quelle serait ma clientèle. Bon, si les gens ont peur de moi parce que je suis une femme, moi, je vais aller voir les parents d'enfants et je vais leur parler de la vision. Et je me suis bâti une superbe belle clientèle, vraiment parents, enfants, jeunes, parce que nous, les optométristes, c'est vraiment de 0 à 100 ans. Là.
Donc, j'ai choisi ce créneau-là parce que j'étais une jeune mère de famille, puis je suis très contente. Maintenant, je vois la deuxième, puis même, oups, ça me vieillit, mais la troisième génération. Donc, oui, ça, c'est un volet en région. Puis en région, les gens n'avaient pas vraiment le choix. Si on peut dire, même il y a plusieurs années, les ressources étaient moins là. Donc, à un moment donné, tu as besoin de l'optométriste. Donc, c'est sûr que ça a été un avantage d'avoir été en région. Et qui dit femme, dit famille souvent. Puis quand on est une femme d'affaires, bon, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de tout mettre ce melting pot-là ensemble, avoir du temps. Le temps. Bien, en région, là, on a le temps. Parce que moi, là, tantôt, je vais partir, j'étais à 5 minutes de chez moi pour rentrer à la maison. Donc, pour concilier le travail pour une femme, d'être ici à Gaspé, c'est formidable. Ça l'a toujours été. Mais c'est ça, c'est les préjugés. Je me souviens d'une sœur, on examinait des sœurs dans le temps, puis elle m'avait dit Ah, vous êtes la femme du docteur Thibault. Moi qui vous appelais docteur Tremblay, je vais vous appeler Madame Thibault. Elle a fait ça. Je pense plus que ça arrive, ça, maintenant. C'est super intéressant quand même d'avoir le côté un petit peu plus région, tu sais, de retoucher un aspect peut-être que les étudiants puis les jeunes gradués qui restent un petit peu plus proches des grands centres sont peut-être moins exposés. J'aimerais poser la prochaine question enfin à Dr Patrick Sauvageau. En gardant toujours en tête votre parcours atypique, à quoi, selon vous, peuvent aspirer les jeunes diplômés? Allô, bonsoir tout le monde d'abord. Bien content d'être là, bien honoré d'avoir été invité à participer. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais en optométrie, il y a plusieurs façons de pratiquer l'optométrie. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé depuis ma graduation, c'est d'essayer d'explorer un petit peu tout ce que la profession pouvait m'offrir et toutes les facettes de notre belle profession. Fait que je pense que ce que les jeunes étudiants, ce que les jeunes optométristes peuvent regarder, c'est une carrière qui a beaucoup à offrir. Dans le fond, c'est un secteur qui a beaucoup à offrir. Moi, je me suis passionné dans les dernières années pour l'innovation au sens large. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un parcours peut-être un peu plus atypique, mais c'est un parcours pour lequel je pense que j'avais un parcours là, académique qui m'a vraiment aidé à me lancer là-dedans. Tu sais. Puis c'est peut-être moins à ça qu'on pense lorsqu'on pense à l'optométrie, mais j'aimerais que dans l'avenir, les étudiants puissent entrevoir beaucoup de différentes façons d'exercer, que ce soit différentes formes de pratique là, en cabinet, que ce soit d'être différents profils entrepreneurial, oui, travail autonome, ça, on le voit beaucoup, mais au-delà de ça, il y a différentes façons. Il y a la recherche, puis l'enseignement, entre autres choses, des choses comme ça. Fait que je pense que les étudiants peuvent aspirer à beaucoup de choses, en fait, à aller peut-être au bout de leur curiosité sur les différentes facettes de la profession. Vous parliez que votre parcours académique vous a amené un peu vers... Oui, tu sais, je veux dire, en ayant étudié en optométrie, en ayant fait une maîtrise en recherche par la suite, c'est certain que ça m'a donné premièrement la piqûre sur le côté recherche, développement, etc. Ça m'a donné c'est sûr, un bon socle de connaissances. Puis après ça, là, il restait à creuser là-dedans, là, puis à apprendre beaucoup, beaucoup de choses, parce que je pourrais en reparler, mais il y a d'un certain côté, j'étais préparé, mais d'un autre côté, je ne connaissais rien au monde, par exemple, du développement logiciel ou aux autres affaires dans lesquelles l'intelligence artificielle, dans lesquelles je navigue beaucoup plus aujourd'hui. Mais ouais. Très, très, très intéressant. Ma prochaine question va plus à Dr Corbeil. Quand je retourne à votre biographie, là, votre parcours est vraiment impressionnant, la multitude de défis que vous avez relevés au cours de votre carrière. Mais qu'est-ce que ça prend, selon vous, pour être propriétaire et en même temps évoluer dans le métier ou dans l'optométrie, dans le monde de l'optométrie?
Bien, c'est sûr que ça prend quand même beaucoup d'énergie parce que ça en prend, c'est beaucoup de travail, mais je dirais surtout, ça prend une bonne équipe pour s'entourer. Moi, ce qui fait le succès à la Lunetterie Corbeil, puis qui fait que j'ai pu faire autant de choses autres, c'est vraiment mon équipe de travail, mes complices. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là. Je sais que Marilyn Pajot voulait peut-être être là, mais tu sais, je la remercie parce que je pense que le fait de m'être entourée de gens, ça m'a vraiment, vraiment aidée. Et aussi, je pense que ça prend de la passion. Moi, je suis allée vraiment dans les secteurs qui m'intéressaient. Quand j'ai décidé de m'en aller en optométrie, bon, je me disais, le domaine de la santé m'intéresse vraiment beaucoup. Par contre, les enfants aussi, je vais-tu pédiatre, je vais-tu, mais là, j'aimais la vision. Bon, moi, j'ai de la famille qui sont opticiens. Mon père et mes 3 oncles sont opticiens. Donc, ça m'avait beaucoup inspiré et ils travaillaient déjà beaucoup en pédiatrie. Donc, c'est venu me chercher vraiment. Puis, je me disais, mais j'aime aussi enseigner. Fait que là, j'ai réussi à trouver vraiment ce qui me passionnait puis à pouvoir faire tout ça. Je travaille en santé avec des enfants et j'ai pu enseigner pendant plusieurs années. Je continue de le faire avec la formation continue. Fait que je pense qu'il permet de faire tout ça, c'est de vivre notre passion, puis de s'entourer des bonnes personnes, là, que ce soit, par exemple, quand je suis à l'ordre, j'ai l'Angis qui m'a donné l'ouverture d'être sur le CA. Puis après ça, les projets que je continue, bien, c'est sûr que je m'entoure de gens avec qui c'est agréable de travailler. Puis je trouve que ça, de travailler en équipe, c'est tellement stimulant. Puis, tu sais, je dirais là, aux jeunes qui ont des idées un peu folles de partir soit un bureau, tout ça, tu sais, si vous êtes capable là, de vous trouver les bonnes personnes, là, il n'y a rien qui est impossible, puis vous allez pouvoir aller super loin là-dedans. Fait que c'est vraiment, comme je disais, de vivre sa passion puis de s'entourer des bonnes personnes qui étaient très bénéfiques. Très intéressant le côté de plus, justement, le travail d'équipe, parce que, bon, c'est peut-être quelque chose qu'on voit un peu moins aussi en graduant en optométrie. Bon, c'est un travail peut-être un petit peu plus solo, mais je trouve ça intéressant d'apporter le côté plus travail d'équipe dans le côté entrepreneurial. Je crois qu'il doit y avoir déjà plein de questions, mais on va passer tout de suite, dans le fond, au deuxième thème, qui est plus, dans le fond, on veut aborder plus la question de l'innovation et du développement durable, qui est quand même quelque chose de très important. Bon, je suis un peu biaisé, mais très important, je pense, de nos jours. Ma première question va aller à Dr. Patrick Sauvageau. Je vais retourner sur Zilia, en fait. D'où est venue l'idée de créer cette entreprise-là et quelles ont été vos motivations pour aller, dans le fond, jusqu'au bout de ce projet-là, pour vraiment, parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'embûches, là. Oh, je pense que votre micro est fermé, par contre. Oui, c'est un projet un petit peu fou à la base, là, mais l'histoire, la longue histoire courte, c'est que moi, je suis rentré en optométrie, il y avait beaucoup de choses qui m'interpellaient, qui m'intéressaient dans la vie, et on est jeune pour faire nos choix de carrière. Alors, la première année étant un petit peu ce qu'elle est, c'était super intéressant, mais je n'avais pas encore touché vraiment au cœur du sujet tant que ça. Donc, je me suis dit, je vais aller travailler dans différents contextes. Fait que je suis en optométrie toujours. Fait que je m'étais inscrit pour faire un stage de recherche avec le docteur Diaconou à l'école d'optométrie, entre autres. Et je travaillais aussi dans un bureau d'optométrie à Montréal pendant l'été. Donc, ces deux projets-là, je les faisais pendant la première été. Puis, je suis arrivé là. Puis, il y avait, si on veut, l'ancêtre de la technologie d'oxymétrie que finalement m'a vraiment fasciné. Je suis rentré dans le laboratoire, puis le prospect de premièrement travailler avec un outil dont je n'avais jamais entendu parler, avec des concepts technologiques que je ne connaissais pas. J'ai commencé à lire là-dessus, puis après le premier été, finalement, j'ai rédigé un petit abstract pour essayer d'aller présenter une conférence dans le domaine qui s'appelle Arvo. Puis, un peu surpris, ils m'ont pris pour aller présenter mon petit poster. Fait que je suis allé là-bas. Puis là, j'avais mon poster. J'étais super fier d'être là. Première année d'optométrie. Là, j'ai rencontré
des optométristes, des ophtalmologistes, des chercheurs et là, j'ai eu la visite de 2-3 personnes, puis il y a comme un déclic. Là, il y a des chercheurs de Harvard puis d'Allemagne qui viennent voir mon poster. Ils disent « Ah, ça a l'air vraiment intéressant, c'est fascinant, ce sur quoi vous travaillez. » Puis là, je remonte à l'époque, puis j'étais tout jeune, puis je dis « Wow, ben, ça doit être intéressant si on me dit que c'est intéressant. » Et là, je n'ai jamais arrêté, dans le fond, de travailler ou d'étudier ce sujet-là. Fait que finalement, ultimement, j'ai fait ma maîtrise sur ce sujet-là, toujours avec professeur Diaconou. Puis ensuite de ça, lorsque j'ai avancé dans ce projet-là, moi, c'était clair que j'allais être entrepreneur. En tout cas, du moins, c'était clair que j'allais être mon propre patron. Je ne savais pas exactement quelle forme ça allait prendre, mais ça, c'était clair dès le jour 1. Et après coup, mon frère se trouvait à finir son PhD en génie chimique. Avait déjà participé il avait déjà été impliqué dans une start-up dans le domaine des biotechnologies. Moi, je graduais et dans mon esprit, c'était nouveau ce sur quoi on travaillait. Et je me disais que c'était trop beau pour être tabletté de mon point de vue à l'époque. Et donc, j'ai continué à lire là-dessus, à travailler un petit peu cette proposition technologique-là dans ma tête. Puis finalement, en 2012, on a fondé l'entreprise sans trop savoir exactement ce qu'on voulait développer. Tu sais, je veux dire, on était encore à la phase de l'idéation. Et ça a pris quelques années pour vraiment définir, premièrement, ce qu'on voulait développer. 2, comment on allait le faire. 3, comment on allait accéder au marché, et etc., etc. Donc, bâtir, si vous voulez, le modèle d'affaires, proprement parlé. Parce que, tu sais, en technologie, on partait avec une page blanche. C'est un produit qui n'avait jamais été déployé en clinique. Là. Fait que fallait vraiment tout bâtir. Alors, quand je regarde en arrière, ça s'est vraiment accéléré en 2017 parce qu'en 2017, on avait fait notre brevet, puis on a dit, là, on a quelque chose qu'on veut développer, là, on veut faire notre premier prototype. Alors, on a fait une ronde de financement. Dans le domaine de l'appareillage médical, c'est beaucoup comme ça que ça se passe. Ça prend beaucoup de liquidité, ça prend beaucoup d'argent pour pouvoir développer un produit, l'amener jusqu'au marché, pour passer les instances réglementaires, Santé Canada, la FDA, tout ça. Bref, c'est là que ça s'est vraiment accéléré. Puis là, 4 ans plus tard, on commercialise notre premier produit en recherche, bientôt en clinique. Puis là, on est rendu une équipe multidisciplinaire. Je regarde ça. Dans le temps, j'étais un peu naïf en débutant tout ça. Je ne savais pas tout ce que ça allait prendre comme énergie, à quel point ça allait être des montagnes russes d'émotions aussi, parce que c'est tout sauf une ligne droite, là, bâtir une start-up. Mais ça a été une super belle aventure. C'est vraiment incroyable que ça a été dès le début. Là, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je dis ça continue de l'être. Ça a été une super. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit au jour le jour parce que je suis de nature curieuse, là, c'est sûr, mais tu sais, à chaque jour, je travaille avec des ingénieurs en biomédical, je travaille avec des gens en logiciel. Je suis super nourri par tout ça. Je parle avec des chercheurs de renommée internationale dans plein de sujets. Là, on parle avec des neurologues, on parle avec des ophtalmos, des optos, des cardiologues. Fait que moi, je suis toujours interpellé intellectuellement. Ça me nourrit beaucoup. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Excellente. C'était vraiment intéressant, en fait, de vous écouter. Merci pour le témoignage. Ma prochaine question va être à Dr. Marie-Ève Corbeil. Comment continue-t-on d'innover en tant qu'entrepreneur, notamment dans l'avancement des soins oculovisuels pédiatriques, sachant qu'être propriétaire demande des exigences de gestion? Donc, comment un peu on concilie les côtés professionnels et gestionnaire? Bien, c'est sûr que ça prend beaucoup d'organisation, puis après ça, c'est de diviser son temps. Tu sais, l'erreur à faire, ça serait de faire juste des journées, de voir des patients tout le temps sans me garder du temps pour avoir un recul, puis de planifier, puis d'avoir du temps pour parler à mon staff. Je pense que qu'est-ce qui fait le succès, nous autres, à la Lunetterie Corbeil, c'est vraiment l'équipe de travail, encore une fois, mais surtout, tout le monde a envie d'être là. Fait que pour que tout le monde ait envie d'être là, il faut leur accorder du temps. Puis il faut justement là, savoir équilibrer. Fait que moi, pour te donner une idée un petit peu, je vais souvent faire comme 3 journées d'examen.
mais j'ai deux autres journées puis pendant ces journées-là, là, c'est sûr que j'ai tout le temps du temps pour faire d'autres choses. Là, j'arrive très tôt le matin, je me garde du temps. C'est rare que je prends un long dîner. Au contraire, là, je mange vite fait pour avoir du temps pour régler des trucs de bureau, évidemment. Puis, j'ai 2 autres journées où je vais faire complètement autre chose. Des fois, ça va être de régler des choses de bureau, soit à distance ou en personne, et de travailler aussi sur... moi, j'ai besoin de diversité pour me garder allumée. Ça fait 20 ans que je pratique l'optométrie, puis j'ai encore vraiment le goût. Puis j'ai de la misère à dire non quand on me demande de faire des nouveaux projets. J'apprends un peu, mais c'est encore difficile parce que je trouve que c'est toutes des bonnes idées, puis je trouve que c'est tous des beaux projets. Fait que c'est sûr que ça me stimule encore. Fait que de m'impliquer à l'ordre, au CPRO nouvellement, c'est toutes des choses qui me gardent bien à jour. Mais c'est ça, pour revenir à ta question, c'est surtout de consacrer du temps aussi pour la gestion. Puis je pense que c'est super important que tout le monde, que les assistantes, que les opticiens, que les optos qui travaillent avec nous sentent qu'ils font partie de la grosse famille de la lunetterie Corbeil. Puis, en période de COVID, bien, ça a été moins facile parce que on est une gang qui aime ça se voir. Souvent, ils font des choses ensemble, puis là, ça n'a pas été possible. Fait qu'on a réussi quand même à garder ce sentiment-là. On a fait un Noël virtuel, mais avec un détecteur de mensonges. Fait que, je pense que je pense que c'est super important quand on a une pratique de ne pas juste faire des patients, mais d'avoir vraiment du temps pour gérer le reste. Là. Ouais. Et je vous écoute un peu parler de la gestion, mais vous abordez beaucoup l'aspect des ressources humaines. Est-ce que vous diriez que c'est un des défis les plus difficiles ou les plus challengeants, disons, dans la pratique? C'est sûr qu'on voit des changements. C'est plus les. Tu sais, on deal avec une génération qui est différente de la nôtre. Nos jeunes, parce que souvent, moi, j'ai travaillé, là, au début, je travaillais avec mon père puis mes oncles. Fait que j'étais dans un milieu d'hommes, puis c'était pas compliqué. S'il y avait, pour X raison, un petit conflit, 3 secondes après, c'était qui veut de la pizza. Tu sais, c'était vraiment facile. Là, on est grossi, on était 3. Là, on est 20, 21 au dernier party de Noël. Fait que c'est une plus grosse gang. Puis oui, effectivement, les ressources humaines demeurent un défi parfois, surtout pour le personnel de soutien, comme les assistantes et tout ça. Souvent, c'est des plus jeunes personnes, puis qui, c'est correct aussi, ils ont les priorités différentes. Nous, à l'époque, là, c'était comme le travail, là, jamais je vais manquer. S'il me demande de remplacer, que ce soit jour et nuit, si mon boss me le demande, je vais être là. Puis là, on sent qu'ils sont peut-être plus équilibrés que nous. Fait qu'eux, s'ils avaient prévu une activité, ben, ils vont maintenir leurs activités. Fait que, il faut s'adapter aussi à ça. Puis, je pense que ce qu'on réalise, là, moi, beaucoup en 2021, c'est quand les gens se sentent bien, ben, ils vont t'en donner plus. Fait que c'est sûr que pour nous, que les gens aient le goût de venir à chaque jour au travail, ben, c'est ça. Mais il faut le travailler. Ça ne se fait pas naturellement. Moi, je n'avais pas besoin de la petite tape dans le dos parce que je me la donnais moi-même ou ça allait de soi. Mais là, je sens qu'ils en ont besoin. Puis, il faut faire les efforts pour le faire de façon plus régulière. Là. Voilà. Docteur Tremblay, je reviens un peu à votre parcours qui est quand même... vous avez eu beaucoup d'engagement dans la communauté dans votre région. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, dans le fond? Qu'est-ce qui vous a poussé à justement créer ces comités, pousser pour avoir le centre de basse vision, pour justement ramener tous les optométristes ensemble de la région? C'est quand même quelque chose d'assez rare. Justement, on voit plus des optométristes qui sont en compétition justement dans leur bureau. Fait que j'aimerais ça vous entendre parler un peu sur la question. Effectivement, quand on est en région, il faut qu'on soit à l'écoute de notre communauté. Puis, bien vite, je me suis rendu compte que, au niveau de la basse vision, il y avait un travail à faire. On était quand même assez central en étant Gaspé, ville de service. Donc, oui, j'ai mis de l'énergie pour sonner des cloches et amener le centre.
une fois le centre-là, j'ai fait la formation pour pouvoir y travailler. Maintenant, il y a d'autres personnes qui y vont parce que j'avais plus le temps avec la clinique, la maison et tout le reste, mais je suis fière d'avoir aidé à établir ça, effectivement. C'est sûr que l'engagement dans la communauté est très important quand tu es entrepreneur dans une petite place. Les conseils d'administration, c'est important d'en faire partie. J'ai fait partie je regarde ma liste, là, mais Caisse populaire, école de musique, société d'horticulture, etc. C'est d'établir un réseautage aussi pour savoir c'est quoi les besoins. C'est pas assis dans ta chaise, dans ton bureau, que tu as vraiment le pouls de la population. Et dans la communauté, on doit, en tant qu'optométriste, aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours eu des ressources stables et constantes en ophtalmologie. Donc, on a toujours établi des bons liens avec les pharmaciens et les médecins, même jusqu'à faire des conférences. On leur a fait des petites conférences sur c'est quoi le ISEC, puis quels sont les produits employés, c'est quoi la dégénérescence maculaire, etc. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, tu l'as dit dans mon introduction, on a eu un temps où il manquait d'ophtalmologistes, il n'y en avait plus. Donc, on avait à la clinique pris des résidents en médecine pour faire un petit stage d'ophtalmologie, ni plus ni moins de choses qu'ils allaient voir en ophtalmologie, les pressions, les cataractes. On allait le plus loin possible avec eux. Dans la communauté, ici, c'est sûr que je me porte volontaire pour faire des urgences oculaires. Ça, c'est très important pour nous d'être disponible. Donc, rallier famille et tout ça, le temps et tout ça, mais dans mon engagement personnel à la communauté, il y a le côté disponibilité. Le côté disponibilité va jusqu'à la fin de semaine, puis je dois dire que les gens sont très respectueux, abusent jamais. Puis, quand on peut dépanner quelqu'un, ben, on dépanne une personne, puis au niveau de la business, on peut hériter de la famille entière de cette personne-là. C'est sûr qu'on ne le fait pas pour ça. C'est notre engagement d'optométriste qui prime en premier, mais en tant qu'entrepreneur, je dirais que c'est quelque chose d'intéressant. Tout comme quand on va faire l'épicerie, les entrevues d'épicerie, là, ça, c'est pour certains dérangeant. Pour moi, c'est encore là une opportunité de créer des liens avec les gens. Le réseautage est important quand tu es entrepreneur. Oui, faire partie des comités, mais aussi t'impliquer. Bon, moi, c'est le sport, là, les arts martiaux. Donc, j'ai connu plein de gens à travers les groupes de karaté, de tir à l'arc. Je fais du tir à l'arc à cheval, donc je tire au sol aussi. Je fais du aido avec les épées. Donc, c'est tous des petits groupes. Au centre sportif, on a un centre sportif qui donne des cours magnifiques. C'est important d'aller chercher un réseau de gens, autant, oui, pour la clientèle, mais pour écouter qu'est-ce qu'ils ont besoin. Là, actuellement, j'ai travaillé avec la Fondation des maladies de l'œil à aller faire du dépistage dans les écoles. Je me suis ramassée à 1 heure de chez moi, mais c'est important parce que c'est la santé visuelle de la région. Pour moi, c'est priorité. Donc, les rencontres qu'on parlait avec des petits-enfants, les parents des enfants, continuer de ce côté-là, rencontrer des groupes de personnes âgées, l'âge d'or, leur présenter c'est quoi la mode dans les lunettes. Là, les madames ils aiment bien ça. Comment ça fit avec votre visage puis votre palette de couleurs. Mais c'est ça, l'engagement dans la communauté va dans le bon contact, le bon réseautage. Oui. Bien, je trouve ça quand même très intéressant de vous entendre parler justement du rôle que les optométristes peuvent avoir en tant que professionnels au sein d'une communauté. Puis je pense que ce que vous décrivez, ça peut, dans votre région, c'est peut-être plus facile ou du moins, c'est sûr que la communauté est déjà tissée serrée, mais je pense que c'est peut-être quelque chose que les optométristes peuvent s'inspirer là, pour la pratique dans leur propre communauté établie. Mon conjoint et moi, on avait pris plusieurs cas
qu'on avait développé, cas d'arthrite, cas de tumeur, etc. Et on avait développé comment nous, en région, on faisait évoluer ça. Puis effectivement, on s'est rendu compte que par rapport à... je ne veux pas dire la ville, là, parce que c'est la réalité de pas juste les gens de Québec et Montréal, mais dans les régions, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Et c'est très intéressant avec les contacts avec les ophtalmologistes aussi. J'ai fait une mission humanitaire, j'ai rencontré un ophtalmo de Maria, 4 heures d'ici, mais c'est encore lui qui me supporte quand les ophtalmologistes de Gaspé ne sont pas disponibles. Réseautage d'optométristes au bienfait de ma communauté, oui, d'ophtalmologiste, je veux dire, au bienfait de ma communauté. Ouais, c'est vraiment intéressant. Là, dans le fond, on est à la fin un peu de la thématique innovation et développement durable, mais je vais sortir un peu de mon cadre d'animateur, étant donné la thématique sur le développement durable. Je me sentais un peu mal de passer à côté de la clinique. Mes associés et moi, on a parti en 2019, donc UV Optométrice de quartier. En le fond, on a parti cette entreprise-là en ayant en tête nos propres valeurs. Donc, ce qu'on faisait dans notre vie quotidienne pour être un petit peu plus écologique, un petit peu plus éco-responsable, d'essayer de... En fait, on voit que l'urgence climatique se fait sentir, puis on voulait aller de l'avant, puis essayer de faire quelque chose, de changer les choses dans le domaine que nous, on connaît. Donc, dans le fond, dans la sphère que nous sommes, qu'on a mis nos études et nos efforts dans. Donc, c'est pour ça qu'on a parti cette clinique-là en 2019, puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un côté super intéressant à ça. En fait, c'est de challenger un peu les fournisseurs. Donc, les plus gros joueurs, en tant que toute petite entreprise, on trouvait ça intéressant, en fait, d'avoir les discussions sur le côté écologique, sur la durabilité de certains procédés avec des plus grands fournisseurs. Et puis, je pense que ça les pousse eux aussi. Dans le fond, chacun des représentants avec qui on a discuté rapporte ça, dans le fond, plus haut dans l'entreprise. Et je pense que déjà, on a vu des changements, en fait, chez certains fournisseurs et ils nous expliquent davantage qu'est-ce qu'ils font, donc soit au point de vue de l'utilisation de matériaux, soit au point de vue des émissions de carbone, de l'utilisation d'énergie renouvelable. Donc, dans le fond, ils font déjà des efforts, mais je pense que c'est important de le pousser dans ce sens-là. Puis, je pense que ce que ça a apporté aussi d'un point de vue de nos patients, c'est d'avoir la discussion avec nos patients sur, en fait, l'impact de ce que nous, on fait au niveau de l'environnement. Donc, dans le fond, comment gérer nos verres de contact. Donc, d'éviter de les jeter dans l'évier, dans la toilette, parce qu'évidemment, ça se retrouve directement dans les cours d'eau. Ça alimente le cycle du plastique qui se retrouve, de microplastiques qui se retrouvent dans les cours d'eau. Donc, ça, c'est un des exemples, mais qui est très intéressant à avoir comme discussion avec les patients. Donc, le but de notre entreprise, c'était pas de changer le monde. Évidemment, on ne changera pas le monde avec une petite clinique d'optométrie, mais dans le fond, c'est de semer en fait des idées dans la tête des gens, puis d'avoir une discussion constante sur les changements climatiques, puis la surconsommation, le fait qu'il y a trop de plastique. Donc, je pense que c'est vraiment d'engager un peu la discussion là-dessus. Puis je pense que ça doit se faire dans toutes les sphères. L'optométrie, c'est un exemple. Je pense que ça doit se faire dans toutes les sphères de notre vie. On est rendu à un point où c'est très, très important. Fait que je pense que la morale, d'un point de vue entrepreneurial de cette histoire-là, c'est quand vous avez une idée ou des valeurs, les mettre de l'avant, peu importe si ça rentre dans le cadre de l'optométrie ou pas, je pense que ça peut vous servir dans le futur. Puis c'est important de s'écouter, puis justement d'aller avec ce que Dr. Corbeil disait, avec ses passions. Voilà, c'était mon petit aparté sur le thème de la durabilité. On va passer bravo. Merci. Chaque petit geste compte. On va passer au troisième et dernier thème de la soirée. Donc, c'est la dualité entre entrepreneur, donc le fait d'être propriétaire d'entreprise, et le côté professionnel, donc vraiment plus le côté être à la charge, avoir des patients à sa charge, donc d'être vraiment professionnel. Donc, je vais commencer avec Dr. Corbeil. En fait, comment faites-vous pour concilier les nombreux aspects de votre vie professionnelle? Donc là, il y avait l'enseignement, l'entrepreneuriat, les conférences, la pratique professionnelle, vos implications à l'ordre, puis bien évidemment, tout en mettant ça en relation avec votre vie personnelle. Avec ma vie personnelle?
Oui, exactement. Comme avec mes enfants, ma famille et tout ça. Exactement. Savoir comment vous avez réussi à jongler avec tout ça. C'est sûr que de varier, moi, ce que je faisais, c'était vraiment une soif pour moi. Là. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire des choses différentes. Ça m'a toujours gardé alimentée. Puis c'est ça qui me donnait mon énergie. De m'impliquer aussi auprès des enfants à besoins particuliers, ça vient me chercher. Fait que, j'ai tout le temps l'impression de redonner un peu à d'autres personnes. Fait que ça me donnait tout le temps comme ma petite énergie. Après ça, ben, c'est sûr qu'encore une fois, l'équipe, c'est pas juste au travail, c'est aussi l'équipe à la maison. Moi, j'ai des jumeaux de 9 ans qui ont leurs défis eux-mêmes. Là. J'ai des dyslexiques, des orthographites, multidis avec d'autres défis. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup d'énergie. Donc, je dois vraiment être présente pour eux aussi parce que malgré que mon entreprise, j'y crois, ben, ma famille, ça demeure quand même ma priorité. Fait que le fait, j'ai pu jongler, le fait d'être entrepreneur, je dirais, m'a permis de justement pouvoir arranger mon horaire pour être partout à la fois, mais quand je suis là. OK? Donc, quand je suis avec mes enfants, ben, je sais que je peux compter sur les gens qui sont encore au bureau. Ils savent qu'ils peuvent m'appeler en tout temps parce que quand c'est ton entreprise, tu es disponible tout le temps, ton cœur est là aussi. Mais je vous dirais, ça se passe très bien. J'ai mon conjoint qui s'implique beaucoup aussi. Là, faire les devoirs, c'est peut-être moins sa force. Donc, par contre, le souper va être prêt quand je vais avoir fini les devoirs. Fait que je pense que c'est vraiment la clé de ça, c'est l'organisation. C'est d'être organisé puis de vraiment. C'est plate de même, mais d'avoir une espèce de routine au quotidien pour être capable là, de tout faire, mais aussi d'avoir de la place pour les imprévus qui peuvent arriver puis que ça ne chamboule pas tout. Fait que, mais quand on aime ce qu'on fait, ça demeure facile. Malgré que j'ai l'air de faire beaucoup de choses, ça n'a jamais été trop. J'ai dû faire des choix qui m'ont déchiré un moment donné quand j'ai décidé de me concentrer un petit peu plus sur mon bureau privé que sur l'enseignement. Moi, je retirais un réel plaisir d'enseigner. Je remercie là, Pierre Forcier et Eti Bitton qui m'avait à l'époque bien accueilli, donné ma chance. Puis je pense que j'ai fait 15 belles années à l'université, puis ça m'a vraiment apporté beaucoup. Je ne suis pas capable de laisser tomber complètement. Fait que là, je me suis impliquée dans les stages, des stages de gestion. Je pense que c'est ce qui manquait un petit peu dans notre programme, c'est qu'on n'était pas justement amené à voir c'est quoi gérer un bureau, qu'est-ce que ça implique, la comptabilité, la gestion du personnel. Puis là, ça va être introduit. Fait que j'ai toujours la fibre d'enseignement qui est là. Fait que je pense que la clé pour répondre à ta question, c'est vraiment l'organisation puis de faire des choses qu'on aime. Fait que c'est plus facile de tout faire. Excellent. Je vais me tourner vers Dr. Tremblay, un peu pour la même question sur la conciliation professionnelle familiale, mais en vous demandant aussi si vous avez vu une évolution des changements depuis le début de votre carrière. Est-ce que c'est plus facile maintenant? Est-ce que c'était plus difficile avant? Est-ce que vous avez eu... Je dirais que c'était plutôt, c'est différent. Marie-Ève, on dirait que c'est une mini-moi là, dans le temps. Planification, organisation. Marie-Ève, tu le sais, on arrive à la maison, on n'en parle plus du bureau. On se concentre totalement sur les devoirs et les leçons. Mm-hmm. Puis oui, le mari, déléguer au mari, c'est important. Faire des choix, c'est important. Puis, tu sais, dans notre vie professionnelle, on fait des choses qu'on adore, qu'on aimerait refaire. J'avais eu la grande chance d'être demandée d'être juge au Board canadien. À une époque où nous, on n'était pas obligés de faire les examens, mais après avoir été juge au Board, je me suis dit, j'aimerais passer mon examen, refaire. Ben, c'est un rêve, là. Et ça n'a pas été trop possible, mais on s'est fait, nous, les anciens, embarquer dans une hyper formation dans les années 2000 pour avoir le droit de prescrire qu'on a maintenant. Mais bon, oui, pour la planification, conciliation, travail, famille, en région, écoute, c'est la place pour avoir une famille. Moi, j'ai 4 enfants et je ne vois pas comment j'aurais pu les covoiturer comme j'ai fait, les amener au soccer, patinage, ski, école de musique, etc., théâtre. Il y a un phénomène aussi en région, les classes, tu as peut-être 2 classes de chaque âge, tu viens qu'à connaître tous les parents.
Fait que là, on s'appelle, on se parle. Bon, qui vous covoiture? Combien tu peux embarquer dans ta vanne? Donc, l'organisation de covoiturage, très important, puis très facile en région. C'est vraiment la belle qualité de vie alliée à la vie de famille et à la vie professionnelle. Je vois que des finissants peuvent se demander est-ce que je foncerais d'aller en région? Ben, en région, oui, il y a des optométristes maintenant qui sont sur le bord de la retraite. Informez-vous, il y a plusieurs endroits qui sont intéressés à avoir un jeune. C'est la place pour vraiment se démarrer, avoir sa famille, plein d'activités professionnelles. Moi, je peux dire que dans une avant-midi de congé, je peux faire la coiffeuse, l'épicerie, aller chercher mon linge chez le nettoyeur, aller chercher des choses chez le cordonnier. Je peux enligner une dizaine de choses dans une avant-midi. Mais c'est ça. Ça prend de l'énergie quand même un petit peu. Mais les régions, maintenant, c'est femmes, hommes, c'est égal. Les caisses, les banques, oui, prêtent plus parce qu'ils ont intérêt à avoir une vie dynamique dans la région. Il y a plein d'avantages. Puis vous allez voir que concilier travail, famille et loisirs, c'est très faisable. Puis, de votre côté, Dr Sauvageau, est-ce que vous voudriez ajouter un peu sur la conciliation travail-famille? Parce que je sais que vous aussi, vous êtes parent de jeunes enfants. Ouais, ben oui, moi j'ai deux petites puces. Ben, en fait, il y a plusieurs facettes, là, puis j'écoute mes collègues, puis c'est sûr qu'il y a plein de choses que je ferai écho. Premièrement, moi, tous mes projets sont des projets de couple et des projets de famille, là. Donc, c'est certain que j'ai pris beaucoup d'engagement dans les 10 dernières années, de différentes façons. Je suis encore bien impliqué à l'Association des optométristes, entre autres choses. J'ai donné de la formation. J'ai un bureau aussi à Québec, Optiboutique, dont je suis propriétaire unique aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses à conjuguer, mais dans tous les cas, justement, c'est d'être bien entouré dans toutes les sphères, là, le plus possible. Alors, tu sais, dans mes sphères professionnelles, moi, j'adore bâtir des équipes. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc, que ce soit dans mon bureau d'optométrie, que ce soit chez Zilia, j'adore ça. Ça, c'est un volet pour moi qui est super important. Puis après ça, c'est de s'assurer d'avoir tout le support nécessaire et d'avoir des bonnes équipes en place, c'est sûr. Puis à la maison, ben, d'avoir toute l'assistance possible. Mais moi, je suis privilégié là, à cet égard-là. Là. Il y a une facette aussi qui est particulière à mon statut, peut-être, c'est que pour un optométriste, ben, je voyageais énormément avant la pandémie. Donc, je voyageais beaucoup. Fait que ça, c'est sûr que pour la famille, c'est pas toujours extrêmement facile. Fait que j'ai hâte de voir quand ça va redémarrer, comment les enfants trouveront ça. Ça fait 365 jours et plus qu'ils voient papa à chaque jour. Donc, ça, c'est une facette dont on verra. Les enfants grandissent, ceci dit. Fait que c'est ça. J'ai peut-être une petite dernière question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des défis surprises auxquels vous faites face en tant qu'entrepreneur? Les mythes, les déceptions, les ressources que vous avez besoin, les rêves que vous avez ou que vous avez eus, qui ont changé? Moi, je peux parler un petit peu de mon parcours. Oui, ça s'adressait à vous, Dr Sauvageau, oui. Parfait. Ben oui, en fait, moi, j'ai beaucoup appris sur plein de facettes, là, puis c'est ça que j'ai beaucoup aimé de mon parcours, puis tout m'a servi. Fait qu'il y a un autre message là, je pense, c'est que quand j'ai fait ma maîtrise, c'était un peu de façon désintéressée, c'est-à-dire que je ne savais pas exactement ce que ça allait me donner de faire une maîtrise là, en sciences de la vision, là, professionnellement ou autre, mais j'étais juste curieux de le faire. Fait que, pour un peu reprendre ce que le Dr Corbeil disait un peu plus tôt. C'était plus, j'étais nourri par une curiosité, par une passion. J'ai dit, je vais aller là, puis je vais aller voir ce que ça va me donner. Puis c'est un petit peu ça qui m'a mené où je suis aujourd'hui. À chaque fois, c'était des intérêts que j'avais. Je vais aller au bout des choses. J'aime beaucoup m'impliquer aussi dans la profession. Fait que ça m'a aussi beaucoup intéressé. Maintenant, dans les défis, j'en ai tous les jours. Moi, je suis, en tant que CEO d'une start-up technologique, je résous des défis, je résous des problèmes à chaque jour. En fait, c'est ce que je fais. Puis plus tu avances, puis plus c'est des gros enjeux.
Fait que je pense que c'est la faculté de rebondir. C'est-à-dire que, puis moi, j'ai souvent fait cette analogie-là, là, pendant un bon bout de temps, on est à un courriel près d'être certain d'être le roi du monde, puis un courriel près d'être certain que tout s'effondre. C'est aussi intense que ça, ou ça a été aussi intense que ça pendant un certain temps. À un moment donné, on consolide, puis on bâtit sur du solide, mais pendant longtemps, c'était un peu des sables mouvants. On ne savait pas trop là, comment ça allait arriver. Donc, les défis, ben, j'en ai eu beaucoup. Lever du capital, c'est-à-dire, puis plus généralement, c'est convaincre des gens. Convaincre. C'est-à-dire convaincre des gens de se joindre à l'équipe. Hein? Trouver des employés, trouver les bons employés. Convaincre, par exemple, des investisseurs, convaincre des collaborateurs, convaincre des clients. Fait que moi, le gros de mon travail, ben, c'est de convaincre. Fait que pour faire ça, il faut que tu sois convaincu d'abord. Il faut que tu sois sûr de ce que tu fais. En tout cas, dans mon cas, c'est difficile à vendre quand on n'est pas certain de son projet. Fait que ça a été peut-être bon par rapport plus à mon parcours au niveau technologique. Puis j'en ai fait plein d'erreurs. Là. Fait qu'on pourrait faire toute une session là-dessus. Mais les erreurs, l'important, c'est de ne pas les reproduire, pas les refaire, puis d'apprendre de ça. Fait que voilà. Puis toutes mes autres expériences ailleurs, que ce soit à l'AOQ, que ce soit en termes de négociation, que ce soit, par exemple, que ce soit en tant que propriétaire de bureau, que ce soit dans ma recherche, où j'ai appris beaucoup à communiquer en étant conférencier, consultant, tout ça, bien, toutes ces facettes-là me servent aujourd'hui. Tu sais. Alors, c'est ça que je pense qui me plaît, et qui me plaît à me dire, c'est que tout ce que j'ai fait à date me sert. C'est intéressant. J'ai peut-être une question un peu plus ouverte à vous trois, parce que, bon, on a beaucoup parlé de travail, puis d'implication et tout ça, mais qu'est-ce que vous faites pour décompresser? Du sport. Beaucoup de sport. Je pense que ça fait vraiment du bien. Bon, moi, ski alpin, ski de fond, vélo de montagne, vélo de route, et course et le petit verre de vin du vendredi fait toujours du bien aussi, ça c'est certain. Fait que je pense que c'est d'avoir un équilibre aussi, de se garder du temps pour soi, sa famille. Moi, j'aime beaucoup, on passe beaucoup de temps en famille. Fait que je pense que c'est d'avoir un équilibre, puis justement d'être capable de décrocher quand c'est le temps, puis d'être là quand c'est le temps aussi. Fait que je pense que c'est vraiment une question d'équilibre. Victor Tremblay? 4 beaux enfants, donc réunion de famille avec, on est rendu 11 dans la famille. Baignade, sport, karaté, yaïdo, maniement du sable, les arts martiaux, le cheval, puis nouvellement le spa. Ouais. Ça aide à relaxer. Ah oui. Ben, ouais, moi, j'ai besoin de projets, donc je fais des projets personnels. Ben, vraiment, passer du temps avec la famille, c'est certain. C'est la chose la plus importante dans ma vie, là. Mais autrement, ben moi, j'aime beaucoup la musique, fait que je suis mélomane, donc j'ai investi dans un disquaire, entre autres choses, fait que je me rends souvent à mon disquaire, je commande des vinyles, sinon je fais de la musique, ça fait longtemps que je caresse, ben, ça fait longtemps aussi que j'écris, donc il y a toujours un petit livre en cours de route sur lequel je travaille en temps perdu. Mais ça me prend des projets. Donc, il y a des projets sur le long terme, des projets sur le moyen terme, des projets sur le court terme, de la réno, des trucs. Ça me prend des trucs à me mettre sous la dent. Me faire penser à autre chose. Il y en a qui rénovent, il y en a qui sont manuels. Moi, je ne suis pas tant manuel, je fais d'autres choses. De pouvoir penser à juste autre chose, mettre son cerveau à off et reprendre la tête reposée. Moi, ça prend un côté créatif là, dans ce que je fais. Là. Donc, c'est ça. Ça m'aide à décompresser. Mais c'est super important de s'en trouver. Là. Je pense que beaucoup de gens, par exemple, le sport, c'est une bonne soupape. Mais c'est important de trouver son équilibre parce que sinon, on peut le perdre rapidement. C'est tellement exigeant, c'est tellement prenant. Dans mon cas, c'est non-stop. Je veux dire, je pourrais travailler 150 heures semaine, puis j'aurais encore d'ouvrages. Fait qu'à un moment donné, il faut juste être capable de dire, bon, là, ça y est, je ne réponds plus à aucun courriel,
je ferme tous les outils technologiques autour de moi, puis je pense à d'autres choses, je fais d'autres choses parce que ça ne s'arrêterait jamais. Oui, c'est bien. Bien, merci beaucoup pour ces échanges. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire. J'imagine qu'il y a des tonnes de questions des gens. Bonjour, je suis la voix off pour ce soir pour les questions. Bonjour, Dr Parenteau. Oui, bonjour. Merci beaucoup à vous tous pour vos partages d'expériences et puis vos témoignages qui ont été très enrichissants. J'ai quelques questions à vous poser et Dr Parenteau, en fin de compte, j'en ai une aussi pour vous, question. Ah, OK. Alors, je vais commencer par celle-là parce que toutes celles qui ont été posées découlent un peu de ça. La question est, quel a été le plus grand défi quand on ouvre, quel est le plus grand défi quand on ouvre une clinique from scratch? C'est une bonne question. Je crois que le plus gros défi, c'était de savoir par où commencer. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'étapes. Tu sais, oui, on part d'une idée, on part d'un projet. Là, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre en œuvre? Donc, qui contacter? Après ça, ben là, il faut parler. Bon, une clinique, ça prend un local. Donc là, trouver le local. Là, après ça, bon, là, il faut du financement. À un certain point aussi, ce qui était difficile de savoir, c'est, bon, qu'est-ce qu'on devrait faire en premier, tu sais, l'ordre des étapes à suivre. Ça, c'était quand même un beau challenge. Puis, on est confronté à beaucoup de choix. Je pense que c'était la première fois de ma vie que j'étais confronté à autant de choix en peu de temps. Fait qu'il y avait tellement de décisions à prendre. C'était un peu overwhelming, là, pour utiliser un terme anglais. Mais c'était tellement enrichissant de voir concrétiser ces idées à un certain point. Je pense qu'il faut quand même se mettre une ligne directrice, puis la garder, puis se remettre en question régulièrement. Je pense que ça, c'était l'avantage d'être, nous, on est 3 associés, mais ça, c'était vraiment l'avantage d'être plusieurs. C'est de pouvoir dire, peut-être que cette idée-là, c'est peut-être pas la meilleure. On va s'en reparler, on dort là-dessus, on en reparle demain. Et le fait d'être plusieurs, je pense que ça, c'était vraiment intéressant parce que, en fait, ça divise le stress, ça divise les décisions. Totalement. Et puis, ça fait en sorte qu'au final, je pense qu'on a une ligne directrice qu'on est capable de suivre. Puis ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Si on n'a pas de ligne directrice, si on ne sait pas trop notre idée, en fait, c'est quoi, bien là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile à mettre en place. Par contre, quand l'idée est claire, bien, après, c'est des petits obstacles. Je pense qu'on est capable de passer par-dessus ces obstacles-là en s'entourant à des bonnes personnes, en posant des questions à des gens qui sont passés par là aussi. Je pense que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, le docteur Sauvageau a eu quelques questions de notre part et un de ses collègues aussi. C'est sûr que de poser des questions, je pense qu'il ne faut pas être gêné non plus. Moi, je rajouterais peut-être, là, puis ça va dans le même sens, mais aujourd'hui, peut-être plus que jamais, je pense qu'en optique, ça prend une proposition de valeur claire. Là, elle était très claire dans le contexte du développement durable. C'est une proposition de valeur claire. Mais il y a plein d'autres types de propositions de valeur en optique. Je pense que définitivement. Plus on avance là-dedans, plus ça prend des propositions de valeur qui sont peut-être plus claires qu'il y a déjà été. Surtout en partant de zéro, parce que je veux dire, il y a quand même, le marché est quand même bien établi, il y a quand même beaucoup d'endroits où les gens peuvent se faire examiner. Donc, je pense que ça reste quand même que d'ouvrir de zéro, là, il faut avoir une proposition claire, une mission très claire d'entreprise. C'est d'ailleurs Gloria qui me pose un peu une question dans ce sens-là, et puis là, je pense que chacun peut y répondre. Est-ce qu'au moment où on se lance vraiment, est-ce qu'on peut trouver un accompagnement? Est-ce que vous avez eu un accompagnement? Est-ce que vous avez trouvé de l'information? Elle demande spécifiquement à l'ordre, mais est-ce qu'il y a d'autres organismes sur lesquels vous avez pu vous reposer ou ça a été plutôt d'aller voir vos collègues qui s'étaient déjà lancés? Parce que ça aussi, ça peut être une sacrée ressource d'aller voir des collègues qui se sont déjà lancés, de savoir comment toi tu as fait pour y aller. Peut-être, docteur Sauvageau, je serais curieux un peu de vous entendre là-dessus. Premièrement, oui, l'Association des optométristes à l'AOQ, il y a des services d'aide, d'accompagnement, que ce soit au niveau légal ou négociation, des choses comme ça, absolument. Ensuite de ça, dépendamment si on rentre dans un regroupement d'achat ou des choses comme ça, il peut y avoir un certain soutien à cet égard-là. Si on part vraiment tout seul de façon un peu plus indépendante, là, je suggérerais fortement d'avoir des mentors. Et
Ben, ça tombe bien en optométrie. Je pense qu'on est une communauté qui se tient bien. Moi, ça m'est arrivé souvent d'être approché par des jeunes qui voulaient se lancer en affaires ou s'associer. Puis personnellement, ça me fait toujours vraiment plaisir de très humblement donner mon opinion ou mes conseils. Je suis certain que mes collègues diraient la même chose. Donc, ça, c'est sûr. Puis là, je suis très content d'entendre qu'à l'école d'optométrie, il y a un projet, entre autres, pour peut-être renforcer le volet gestion. Je pense que ça, c'est quelque chose qui manquait. Je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment positif. On a besoin de relève entrepreneuriale dans notre domaine si on veut encore continuer à bien évoluer. Alors, on a besoin de relève, puis idéalement d'inverser la courbe. Alors, tu sais, on voit dans les derniers 10 ans que malheureusement, il y a moins d'entrepreneurs, il y a moins de propriétaires, d'optométristes propriétaires. Puis moi, je serais très, très content de pouvoir inverser la vapeur. Moi, j'entends beaucoup de jeunes qui graduent depuis les dernières années, en tout cas, parler d'entrepreneuriat, vouloir s'associer dans un bureau, partir un bureau. Et donc, je salue toujours ces initiatives-là. Puis je suis certain que j'ai plein de collègues qui seraient super ouverts à prendre sous leur aile ou à donner des conseils ou à aider de la façon qui serait la plus à propos, là. Alors, j'en profite pour rebondir tout de suite sur ce que vous venez de dire, parce qu'on m'a demandé quelles seraient les erreurs à éviter quand on se lance en entrepreneuriat. Parce que c'est sûr qu'on en fait au début, mais si on le sait d'avance, peut-être que ça aide. Peut-être Dr. Corbeil? Moi, je dirais, c'est de penser qu'on peut tout faire tout seul. Je pense que comme entrepreneur, on a tous des forces, on a tous des faiblesses. Puis, de travailler justement sur nos points forts, fait que de s'entourer des bonnes personnes. Encore une fois, là, je parle beaucoup, moi, de l'équipe de travail. Puis, de dire, bon, moi, je ne peux pas être bonne pour faire le PR, puis en même temps m'occuper de la ressource informatique, puis de m'occuper de la comptabilité. Fait que, de vraiment choisir, de mettre les bonnes personnes au bon endroit, puis justement, de ne pas penser qu'on peut tout faire seul, puis de ne pas avoir peur de s'entourer d'une équipe et de partager. J'ai entendu Olivier aussi, vous en avez parlé, toi, Patrick, tu parlais plus de tes ingénieurs, tu vas aller chercher l'expert pour la bonne chose, puis la personne qui est apte à le faire. Puis je pense que justement, ça répartit le stress. Ce qu'on ne veut pas comme entrepreneur, c'est d'avoir tout un gros poids sur ses épaules, puis de dire, si je ne suis pas là demain, ben, ça ne roule pas la business. Ça, c'est la pire chose à faire. Il faut que ça soit, oui, on est essentiel, mais il faut que ça soit capable de rouler quand même. Puis ça, quand on est rendu là, puis de dire, je peux me reculer, puis ça continue d'aller, je pense qu'on a accompli ce qui est à accomplir. Je pense aussi. Pardon, allez-y. Pardon. Je pense aussi que si on prend une relève, de garder la personne qui était en place depuis plusieurs années, c'est important pour faire le transfert, de ne pas trop changer vite les choses, surtout pas l'emplacement et le numéro de téléphone. S'il y avait une gérante en place, garder la même personne, c'est une bonne idée. Éviter les tâches orphelines. Donc, si quelqu'un tombe malade, il faut que le reste une personne dans le reste de l'équipe qui soit capable de savoir comment fonctionne ce rouage-là. Des choses comme ça de mon côté. Moi, je voudrais peut-être juste rajouter un message, c'est qu'on est vraiment choyé comme optométriste dans notre domaine parce que on peut être ouvert à prendre des risques et des risques peut-être calculés. Donc, tu sais, on est dans une situation, on a une profession qui a le plein emploi. On est certain de trouver du travail, que si jamais il y avait un problème avec une entreprise ou une entreprise à laquelle on est associé, on peut toujours rebondir dans notre profession, dans notre domaine. Alors moi, j'encourage des fois les... et en plus, on est normalement très bien soutenu par les institutions financières. Donc, tu sais, j'encourage tous les jeunes à dire, écoutez, c'est des risques, mais c'est des risques quand même souvent, quand on fait bien nos devoirs, calculés. Puis le pire qui va arriver, c'est qu'on va rebondir, puis on va avoir appris de cette expérience-là. C'est le pire du pire. Je n'ai pas vu beaucoup d'échecs dans notre domaine, mais donc, je pense que c'est bon aussi en entrepreneuriat. On parle peut-être des fois moins en optométrie du goût du risque, là,
Et ça, ça se cultive, je pense, aussi en voyant des gens le faire avant nous, se lancer, puis réussir. Puis ça peut en inspirer quelques-uns, mais tant mieux. Merci beaucoup. J'aurais posé aussi comme question de savoir comment on sait qu'on va être un bon entrepreneur? Parce que des fois, il y a entre le mythe et la réalité, on s'imagine que waouh, ça va être génial, ça va changer ma vie. Et en fin de compte, je vais être mon propre patron, indépendant, ta, 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 ta. Mais évidemment, il y a toutes les responsabilités qui vont avec. Alors, comment, selon vous, 4, je dirais carrément, c'est quoi pour vous de se dire, OK, je vais être un bon entrepreneur, puis j'ai ça dans le sang? Je vais peut-être juste diriger Vas-y. la question envers Dr. Tremblay pour commencer, puis après Dr. Corbeil, parce que dans vos cas, dans le fond, vous avez repris des entreprises existantes familiales. Fait que je serais curieux de voir justement, est-ce qu'il y a Moi, pour ma part, avant d'arriver à Gaspé, là, imagine, j'ai fait 32 bureaux parce que j'avais 3 jours et demi fixes. Je travaillais dans les Eaton, downtown. Ça s'est planté, les Eaton, puis je m'étais dit jamais plus juste à une place. Fait que j'ai essayé beaucoup de places pour voir les instruments, les types les manières de gérer leurs bureaux, les instrumentations. Ça m'intéressait tellement, j'avais tellement mon idée sur ce que moi j'aurais comme équipement, comme tout, que j'avais l'impression que j'aimerais faire de l'entrepreneurship. Mais on ne le sait pas vraiment tant qu'on n'est pas dedans. Et ça marchait. Oui, j'adore. C'est un peu la même chose dans le sens que moi, c'était pas là, quand j'ai gradué, je ne visais pas nécessairement à être associé un jour, à être propriétaire avec des associés du bureau. Ça s'est fait très naturellement. Je suis arrivée au bureau, puis là, plus ça allait, moi, mon père et maison qui étaient dans leur petit équilibre, c'était un petit bureau, puis là, j'emmenais des idées, fait que ça s'est fait très, très naturellement. Fait que je pense que c'est pas comme du jour au lendemain, j'ai dit, moi, je vais être un entrepreneur. Je pense que ça s'est découvert au fil des années. Puis ça s'est fait tout en douceur, dans le sens que, c'est ça, j'ai jamais... c'était pas quelque chose que je visais de grossir, puis là, on est 10 optométristes, d'avoir tant de salles. Ça s'est juste présenté là, mais bon, on avait l'énergie pour, là. C'est ça. Quand ça va jouer, vous, c'était plutôt l'inverse. Vous saviez à l'avance. Oui, mais là, il y a plusieurs facettes à cette question-là. Ça me faisait sourire. Là. Premièrement, c'est important de dire qu'il y a plusieurs profils d'entrepreneurs. Il n'y a pas de recette. Hein? Fait qu'il y a plusieurs personnalités, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs approches. Moi, pour ma part, je ne suis pas certain que j'aurais été un bon employé, là, de l'autre sens, parce que je veux dire, j'ai toujours été mu par une vision, puis c'était clair ce que je voulais faire, puis je ne voulais pas faire de concessions sur ma vision des choses. Donc, c'était clair. Je ne savais pas de quelle façon, quelle nature ça allait prendre, mais je me disais que je serais mon propre patron, puis c'est entre autres pourquoi j'ai choisi l'optométrie au niveau universitaire. Je me disais, je voyais ma tante est optométriste aussi, elle était propriétaire de son bureau, et là, je me dis, bon, mais je sais que ce modèle-là existe. Après ça, on verra quelle forme ça prendra. Mais c'est ça. Fait que pour moi, c'était comme c'est drôle, parce que je n'ai pas d'une famille d'entrepreneurs non plus. Fait que mais c'est ça. C'était clair, peut-être avec mon parcours avant que j'allais, d'une façon ou d'une autre, être mon propre patron. De mon côté, en fait, je ne viens pas non plus d'une famille d'entrepreneurs, pas du tout. Je dois être un des premiers, mais en fait, c'est à l'université que j'ai comme découvert un goût pour l'implication étudiante, puis le côté que je trouvais intéressant d'avoir quelque chose de plus, d'aller chercher un peu de stimulation ailleurs, puis d'être toujours dans une... justement dans l'école et juste les études, je trouvais que c'était pas satisfaisant. Donc, j'avais besoin d'avoir autre chose. Je travaillais aussi. J'étais impliqué dans l'association étudiante. Donc, puis ça c'est venu à l'université. Donc, c'est vraiment venu plus tard. Et puis, c'est vraiment pendant mon parcours en optométrie que je me suis dit, OK, je vais vraiment être propriétaire éventuellement. Puis, je ne savais pas sous quelle forme. Donc, je ne savais pas non plus... comme Dr. Sauvageau, là, si j'allais racheter. Puis, en fait, c'est venu un peu tout seul de par le fait qu'à un certain point, j'ai eu l'occasion d'acheter.
Puis on dirait que c'était un feeling qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Puis je pense que c'est important de s'écouter. Fait que de ne pas aller à l'encontre de son feeling intérieur. Si on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, ben, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose vraiment qui cloche. Fait que ça, voilà, c'est de mon expérience, de mon côté. Merci beaucoup à vous quatre pour votre partage d'expérience et puis vos témoignages. Je vais laisser Dr Parenteau conclure notre événement puisqu'il est déjà 19h10. Oui, ça a passé vite le temps. Très vite. Merci beaucoup en tous les cas. Mais merci à tout le monde. En fait, pour vos questions aussi, c'était super intéressant à l'échange qu'on vient tout juste d'avoir. Puis merci à nos 3 panélistes. Donc, merci à Dr Sauvageau, Dr Tremblay, Dr Corbeil d'avoir pris de votre temps pour nous partager votre parcours. 3 parcours un peu atypiques, puis très différents aussi. Je trouve que c'était intéressant d'avoir vos parcours puis vos histoires à partager à tout le monde. Merci de l'invitation. Et puis, je vais donner la parole à Nada Zogheb, directrice du Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. Merci, Dr Parenteau. Écoutez, moi, j'ai pris des tonnes de feuilles de papier, de notes, parce que vous m'avez vraiment inspiré. Alors, merci pour ce panel très instructif. Monsieur Parenteau, une animation hyper dynamique. Merci beaucoup. Chers panélistes, merci de partager vraiment vos histoires, vos passions. Et c'est ça ce qui ressort aujourd'hui. Un grand merci, Dr Michaud, Madame Plouffe. Mais ce que j'ai découvert aujourd'hui, les enjeux que vous avez soulevés, si je les résume par des mots, il y a la passion, la ténacité, la créativité, la reconnaissance, parce que c'est important pour un entrepreneur de se faire dire, tu as fait un beau chemin et ce que vous avez accompli, chers panélistes, c'est incroyable. Et je trouve que vous l'avez fait par les moyens du bord et que vous vous êtes débrouillé et que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est se débrouiller, mais s'investir et s'y mettre doublement là-dedans. Écoutez, j'ai pris des notes de ce que vous aurez aimé aussi avoir, de ce que les questions ont ouvert. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien mieux que le partage entre ceux qui l'ont fait et ceux qui veulent prendre ces conseils. Donc, vous êtes vraiment incroyable de vouloir vous réimpliquer. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Centre d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal, vous savez quoi? On a une mission de vous aider, de vous stimuler, vous les professionnels, à essayer, et ce que j'ai aimé, l'entrepreneuriat, mais vous êtes aussi reconnus comme des travailleurs autonomes. Un travailleur autonome, c'est un entrepreneur qui gère par lui-même déjà sa TPS, TVQ, ses impôts et tout. Donc, nous, on est là pour vous stimuler, jeunes étudiants. Et je ne sais pas si vous aviez su il y a 20 ans que ce centre existait et que vous auriez aimé vous y impliquer. Alors là, on est là, on veut pousser plus pour vous donner les outils, les ateliers, l'accompagnement, le parcours d'essayer de venir essayer c'est quoi faire un projet d'entreprise. Mais ce que j'aime aussi, c'est l'innovation et la créativité, elle est partout. L'innovation, elle est dans un métier d'optométriste autant que dans une entreprise d'innovation technologique comme Dr Sauvageau, mais aussi l'innovation, elle est dans la façon de gérer des processus, votre façon de faire, votre façon de vous impliquer dans la société pour savoir comment écouter, valider les besoins. Donc, c'est génial que vous l'ayez. Merci de le partager. Nous, on est là pour vous soutenir. Et je peux vous assurer qu'on a une équipe, et je vais vous reprendre, Madame Corbeil, complice de votre passion pour vous aider à venir essayer votre passion ou à nous demander comment on peut vous aider. Alors, moi, je tiens à vous remercier, panélistes, animateurs, l'école d'optométrie, surtout, Anne, le réseau des diplômés, d'être notre complice au centre. Et je vous invite à nous poser vos questions, à venir nous visiter. Et merci encore. Et je vous dirai à la prochaine. Mais suivez-nous, on a des belles activités à venir. Anne, je te recède la parole. Oui, merci Nada. Je pensais que c'était Karine qui reprenait la parole pour conclure. Bon, on a le temps comme ça de voir les événements à venir du CEU Montréal. J'étais subjuguée par les événements à venir. Désolée, il y a eu un petit glitch. Donc, je me lance à mon tour. Donc, avant de débuter aussi avec les remerciements, je voudrais juste mentionner qu'à l'instant, dans le chat, il y aura un lien
vous menant vers le sondage de satisfaction, parce qu'on veut connaître votre opinion et on veut aussi offrir d'autres événements comme celui-là qui répondent à vos intérêts et à vos besoins. Donc, je vous invite à y répondre pour nous aider pour le futur. Pour les remerciements, j'aimerais débuter d'abord en disant un très, très grand merci à nos conférenciers et à notre extraordinaire animateur Olivier, Marie-Ève, Lucie et Patrick. Vraiment, on sentait la belle dynamique qu'il y a entre vous. Puis on me disait justement que l'école d'optométrie, c'était une communauté tissée serrée et on l'a vraiment senti. Et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi et à notre équipe aussi à avoir développé l'événement. Donc, j'espère qu'on va pouvoir collaborer sur d'autres activités ensemble. Avec plaisir. Super! Merci aussi à Dr Michaud, directeur de l'École d'optométrie, pour son soutien aussi au projet et pour avoir aussi accepté d'ouvrir l'événement avec nous ce soir. Merci beaucoup. J'aimerais dire aussi un merci spécial à ma collègue Anne Ferré. Merci pour ton soutien et pour le cœur aussi que tu mets dans toutes nos collaborations. C'est très, très apprécié. Et merci aussi à nos chers complices du CEU Montréal, Géraldine, Émilie et Jonathan, avec qui on a toujours beaucoup, beaucoup de plaisir aussi à collaborer ensemble. Et j'espère également faire d'autres activités avec vous dans le futur. Merci à notre technicien Vincent Martin. Merci beaucoup pour nous avoir aidés avec les aspects techniques de l'événement. Donc, sans toi, l'événement n'aurait pas eu lieu. Donc, merci d'être là au rendez-vous. Merci aussi au public qui ont participé en grand nombre ce soir. On a été plus d'une centaine de personnes, donc on est très, très heureux. C'est un beau, beau succès, je trouve, ce soir. Donc, merci beaucoup. Et pour terminer, merci à toutes les personnes qui ont de près ou de loin partagé notre événement dans leur réseau. Donc, merci beaucoup. Et au nom du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal, merci pour votre participation et je vous souhaite un très bel été et au plaisir de vous revoir à l'automne. Au revoir.